Margot Giacinti est doctorante en sciences politiques à l'ENS de Lyon, dans le laboratoire Triangle. Elle est ATER à l'Université Lyon 2 et elle réalise actuellement une thèse sous la direction d'Anne Verjus. Sa thèse est intitulée « Le féminicide, enjeu socio-historique d'une catégorisation juridique dans l'espace francophone de la Révolution française à nos jours ». Sa communication d'aujourd'hui porte quant à elle le titre suivant « Débarrasser la société de femmes de ce genre-là, diversité des féminicides, unité du fait social ». Alors, cette communication, comme l'a rappelé Rémi, qui s'appelle « Débarrasser la société de femmes de ce genre-là », a vocation à interroger donc la question de la diversité des féminicides et l'unité du fait social. Depuis les années 2000, par le biais des mobilisations collectives, notamment en Amérique latine et en Europe, on a pu observer une diffusion rapide du terme féminicide dans l'espace public. Toutefois, en France, cette diffusion, tant à l'échelle militante qu'à l'échelle institutionnelle, s'est souvent effectuée au prix d'une définition limitée du fait social. La définition qui tend à s'imposer aujourd'hui, en France, se limite au cadre conjugal, c'est-à-dire au meurtre d'une épouse ou d'une concubine par son compagnon ou son ex-compagnon. Toutefois, le concept de féminicide, tel que développé par Jill Radford et Diana Russell en 1992 dans l'ouvrage Féminicide, Femicide, The Politics of Woman Killing, avait vocation à décrire, dénoncer et politiser un phénomène global, varié dans ses manifestations et touchant la classe des femmes dans son ensemble, et non en fait le seul meurtre d'une épouse ou d'une conjointe. Historiquement, les luttes féministes ont généralement eu du mal à faire accepter l'existence de violences à l'intérieur de la sphère conjugale. Donc, je vous renvoie là aux travaux notamment de Alice de Bosch. Pourtant, dans le cadre du féminicide, en fait, c'est l'inverse qui semble s'être produit, puisque celui-ci est désormais presque uniquement abordé en France par les institutions et les militantes comme un phénomène limité à la sphère du couple. Utilisant la définition retravaillée par Diana Russell de ce phénomène qui définit le féminicide comme le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, j'aimerais mettre en évidence deux conditions d'identification du féminicide à partir de l'expression « parce qu'elle est une femme ». D'une part, le féminicide est un crime dans lequel la victime est une femme ou une personne perçue comme telle, et d'autre part, le féminicide est un crime dans lequel le genre est déterminant dans les circonstances du meurtre. À partir de ces deux conditions, on peut travailler la sélection des archives judiciaires pour saisir un phénomène jusque-là non perçu comme unitaire et pourtant matériellement présent dans les archives judiciaires. Alors, dans la précédente slide, je vous mettais un peu les exemples qui sont traités dans l'ouvrage de Russell et Radford et qui constituent les différentes manifestations du féminicide selon elles. Dans un premier temps, dans cette communication, je vais vous présenter le matériau d'archives utilisé. Je soulignerai à partir de ce que disent les dossiers toute l'hétérogénéité des féminicides présentés. Dans un second temps, je vais essayer de montrer comment une perspective féministe sur ces archives permet de modifier le regard porté sur les motivations de ces crimes. Malgré leur diversité, ces dossiers font apparaître des logiques similaires qui poussent les hommes à tuer des femmes, exercice de la domination masculine, refus de l'émancipation, exploitation de la vulnérabilité structurelle des femmes, et l'analyse des archives par le genre rend alors possible de subsumer ces faits sociaux divers sous la catégorie unitaire de féminicide. Alors pour commencer, donc, enquêter sur les féminicides dans les archives judiciaires. Alors, pour cette présentation, j'ai 3 cas d'études, les affaires donc, Duvivier, Gonsolin et Grosselin, qui sont toutes 3 jugées en cour d'assises du Rhône entre 1878 et 1888, et elles sont issues des départementales du Rhône. Ces 3 affaires, 2 féminicides et une tentative de féminicide, constituent a priori 3 cas dont les circonstances sont bien différentes si, notamment, on observe les liens entre la victime et l'accusé, les motifs établis par l'enquête ou encore le traitement judiciaire qui leur est réservé. L'affaire Duvivier, donc c'est la slide que vous avez sous les yeux, qui date de 1878, concerne Charles Duvivier, 37 ans, manœuvre,
qui est accusé d'avoir tenté de tuer Marie Portal, qui est aussi femme Moussi, coiffeuse, 41 ans. L'enquête, elle va établir que l'accusé et la victime avaient une relation depuis quelques années, depuis 1872, relation qui avait commencé alors que la victime, donc Marie Portal, était mariée et que Charles Duvivier habitait dans la même maison. Cette dernière finit par quitter son mari, tout en continuant à fréquenter Duvivier à Lyon, qui, alors je cite, c'est l'acte d'accusation, vint à son secours dans ce moment-là et lui donna même de l'argent pour apprendre l'état de coiffeuse qu'elle exerce aujourd'hui. Cependant, la victime, elle va s'apercevoir très rapidement que Duvivier ne travaille pas et qu'il profite de son propre salaire. Elle finit par le quitter. À la date du 14 janvier, l'accusé se présente à Marie Portal et lui tire 5 coups de feu dont aucun ne blesse la victime. Une balle est arrêtée par les vêtements de la victime. L'accusé fuit et c'est seulement le lendemain qu'il est arrêté après avoir tenté une seconde fois de tuer la victime en tentant à nouveau de lui donner la mort par coup de feu. Elle va en réchapper une seconde fois. Charles Duvivier, il est condamné pour tentative d'assassinat. Puisque la préméditation a été établie, il est condamné à 15 ans de travaux forcés. Alors, le second cas que je voulais vous présenter, c'est l'affaire Gonsolin, qui date qui a 2 ans après 1880. Louis Gonsolin, qui est 28 ans, qui est anciennement garçon charcutier, tue sa maîtresse qui s'appelle Anna Lagros, Jeanne dite Anna Lagros, 38 ans, et qui est dans l'acte d'accusation, il y a le terme fille soumise, donc femme en situation de prostitution. Louis Gonsolin était aussi le souteneur d'Anna Lagros et à la fois, ils avaient une relation puisqu'ils habitaient le même foyer. L'enquête va établir que Louis Gonsolin vivait de la prostitution d'Anna Lagros et qu'il la maltraitait souvent. La victime, elle s'était confiée à ses amis en situation aussi de prostitution, des violences qu'elle endurait. Lorsqu'on lui conseillait de rompre, elle répondait « J'en ai bien envie. Seulement, ce qui me fait rester avec lui, c'est la crainte, car si je le quitte, il me tuera. » Par plusieurs fois, Anna Lagros, elle était allée au commissariat du quartier pour se plaindre qu'elle était maltraitée, y faire constater ses blessures et demander de l'aide. Louis Gonsolin, il jouait beaucoup au jeu et peu avant le meurtre, il avait perdu de grosses sommes. Il se retrouvait donc sans ressources financières. L'acte d'accusation indique qu'Anna Lagros, finalement résolue à quitter Louis Gonsolin, avait décidé de faire enlever sa malle et de la chambre dans laquelle ils vivaient ensemble. Ce dernier avait fait de même en envoyant une balle de linge à sa mère. Le lendemain, donc 8 mars, Louis Gonsolin tue Anna Lagros par étranglement dans le logement commun, avant de donner lui-même l'alerte à la police en tentant de faire croire que c'est un vol accompagné d'un meurtre et d'un viol. Les témoignages sur la brutalité de l'accusé sont très nombreux. Ils permettent en fait à l'enquête d'établir la culpabilité de l'accusé malgré ses dénégations. Il est présenté comme un homme de mauvaise réputation, puisqu'il a déjà été condamné une fois pour coups et blessures et une fois pour vol, et il est donc condamné pour assassinat aux travaux forcés à perpétuité. La troisième affaire, vous allez voir, elle est un peu différente. L'affaire Grosselin, 1888, concerne en fait Antoine Grosselin, 23 ans, qui est déjà condamné 6 fois pour vol et vagabondage, et qui va tuer et voler Marie Descroix, veuve Clette, âgée de 53 ans, qui est cultivatrice et rentière. Marie Descroix, elle est décrite comme vivant dans une situation de fortune relativement aisée. Cette femme, elle vivait seule avec son domestique et elle avait appris, peu avant son assassinat, la sortie de prison de ce fameux Antoine Grosselin. Le 22 janvier, le domestique de la veuve Clette tente de rentrer chez sa maîtresse, mais il trouve la porte fermée. Et en forçant la porte de la maison, les personnes du village constatent qu'il y a un désordre dans la maison. Et Grosselin, il trouve Grosselin sous le lit avec un couteau taché de sang. Et on retrouve le cadavre égorgé de Marie Descroix sous un tas de foin dans le fumier. L'enquête va établir que Grosselin, alors je cite là aussi l'acte d'accusation, connaissait parfaitement les habitudes de la victime et avait attendu le moment favorable à l'exécution de ses projets. Il est condamné en premier lieu à la peine de mort pour assassinat commis avec guet-apens dans le but de préparer, faciliter ou exécuter un vol d'objets mobiliers sur la personne de Marie Descroix. Sa peine, elle va être finalement commuée en travaux forcés à perpétuité. Ces 3 affaires sont appréhendées par la justice comme une tentative d'assassinat entre amants,
un assassinat d'un souteneur sur sa fille soumise et un assassinat motivé par le vol. Par ailleurs, on va remarquer, donc, d'après de prime abord, la grande hétérogénéité des cas. Donc, qu'il s'agisse de l'âge des victimes, Marie Portal a 41 ans, Anna Lagros a 38 ans et Marie Descroix a 53 ans. Leur statut socio-économique, l'une est coiffeuse, l'autre est fille soumise, la dernière est rentière. Leur statut marital, l'une est séparée de son mari et en relation avec Charles Duvivier, l'autre est en relation avec son souteneur et la dernière est veuve. Donc, ces données ne semblent pas convergentes. On aurait du mal, à première lecture, à trouver 3 variations d'un même fait social. Il est d'ailleurs probable que seul le premier cas, qui ressortit au féminicide dans l'affaire conjugale, serait aujourd'hui qualifié de féminicide. Toutefois, un regard féministe de ces 3 cas permet de mettre en lumière des convergences, tout autant dans les profils sociologiques que dans le script du passage à l'acte. Derrière l'évidente disparité, on retrouve ainsi des caractéristiques communes d'un fait social unitaire. Et je vais passer donc à ma seconde partie pour essayer de montrer qu'il y a des logiques similaires à l'autre. Alors, l'analyse de l'archive judiciaire, comme seul et premier matériau, dit Arlette Farge, alors je la cite dans Le goût de l'archive, suppose un choix et conduit un itinéraire. Si le fait de travailler sur la seule archive judiciaire est un choix, l'analyser au prisme du genre en est un autre. En analysant au prisme du genre ces crimes, la chercheuse peut envisager l'archive comme un témoin des rapports de genre à l'œuvre entre femmes victimes et hommes, que ces hommes soient sur le banc des accusés ou qu'ils soient enquêteurs. Ce positionnement permet d'interroger l'archive judiciaire sous des angles rarement saisis par les logiques policières ou institutionnelles, en tentant notamment de retrouver le récit et le vécu des victimes. Une lecture serrée du discours des victimes lors de l'enquête ou avant d'être tuées permet d'abord de remarquer dans les 3 affaires un sentiment de crainte à l'égard de leur meurtrier. Que les victimes soient dans une relation d'intime, comme dans les affaires Duvivier et Gonsolin, ou non, comme dans l'affaire Grosselin, la victime a, directement ou indirectement, exprimé à l'institution policière ou à des proches la crainte que lui inspirait l'accusé. Celle-ci peut se manifester à l'égard de violences déjà subies et pouvant être renouvelées ou de violences larvées que la répétition des menaces rend imminente. Dans les 3 cas, cette crainte des victimes porte sur leur survie elle-même. Dans l'affaire Duvivier, Marie Portal va déclarer aux policiers qu'elle craignait l'accusé et qu'elle cherchait à l'éviter, car elle savait notamment qu'il continuait à avoir des idées de vengeance et de mort contre elle. Dans l'affaire Gonsolin, les craintes de la victime sont très nombreuses pièces du dossier. Alors, c'est un dossier qui est assez fascinant, quasiment 200 pièces d'interrogatoire. Et dans ces pièces, on trouve que Anna Lagros va confier à ses camarades, avant de mourir, qu'elle craignait beaucoup Gonsolin et que c'était par crainte seule qu'elle restait avec lui. Les pièces de l'enquête sont unanimes sur les violences exercées sur elle par son futur agresseur. Et le commissaire de police qui a entendu la victime va confirmer ses propos. Depuis 6 mois, ses plaintes étaient devenues plus fréquentes. Cette fille disait qu'elle avait une grande peur de Gonsolin, qu'elle mourrait un jour de ses mains et qu'enfin, il la frappait sans cesse. Je dois dire que j'avais vu souvent cette fille portant des marques de coups et de meurtrissures. Cette fille me paraissait très effrayée. Je l'engageais à quitter Gonsolin. Elle me répondait « Si je le quittais, il m'arriverait malheur ». Gonsolin s'arrangeait toujours pour frapper cette fille sans témoin. Je ne pouvais naturellement pas donner suite à des plaintes d'une fille soumise, plaintes qu'il ne m'était pas possible de contrôler suffisamment. Dans l'affaire Gonsolin, enfin, la victime était prudente car elle redoutait d'être attaquée par Grosselin, lequel avait été aperçu dans le village habité par la victime. Ce sentiment de crainte chez les victimes avait eu pour conséquence, dans les 3 affaires, des modifications. C'est en dessous des flèches que vous avez sur le PowerPoint. Et craignant des violences ou pire d'être tués, ces modifications visaient à garantir leur survie. Tandis que Marie Descroix avait redoublé de vigilance, Marie Portal avait décidé de quitter l'accusé et de l'éviter, puisqu'il rôdait fréquemment autour de son domicile. Anna Lagros, quant à elle, s'était mise à tenter de cacher les violences subies. Elle portait des marques autour du cou, donc elle avait commencé à porter un foulard.
puis a essayé d'échapper à son souteneur. Enfin, Anna Lagros décidait de quitter Gonsolin tout en disant à d'autres « Le jour où elle quittait son domicile, je ne sais pas ce que j'ai ce soir, je crois qu'il m'arrivera malheur. » Dans ces trois affaires, en fait, il apparaît que les victimes savent qu'elles sont tuables. C'est-à-dire qu'elles ont intériorisé qu'elles peuvent être tuées par des hommes, à la fois désignés comme des individus, 7 hommes, et comme classe de sexe, les hommes. Cette dimension résonne fortement avec la conceptualisation du féminicide chez Radford et Russell, qui identifie le féminicide comme symptôme du terrorisme sexiste, et elle définit ce terrorisme comme l'imposition d'un régime de terreur visant à maintenir les femmes dans une position subalterne. Cela est d'autant plus renforcé par le constat de la faillite de l'institution policière qui semble incapable de prendre en charge la protection des victimes ou d'agir pour éviter le crime, alors même qu'il apparaît à tout le monde que les menaces de mort sont fondées. Cette faillite des institutions, censées protéger les victimes, pourrait d'ailleurs être intégrée à la définition même des féminicides, tant elle est récurrente au XIXe siècle comme aujourd'hui en France. Alors ça, c'est aussi ce qu'ont fait les théoriciennes en Amérique latine qui ont intégré la question de l'impunité de l'État. De plus, ces dimensions sont à mettre en lien avec un élément prégnant aux trois affaires, la place et le rôle joués par les considérations financières. Il apparaît dans les trois affaires étudiées que les hommes qui commettent le crime exploitent leurs victimes et dépendent financièrement d'elles. Dans l'affaire du Vivier, Marie Portal explique avoir quitté l'accusé précisément parce que, je sais, c'était un fainéant qui ne travaillait pas depuis 10 mois. Il ne faisait absolument rien et ne vivait que du produit de mon travail qui s'élevait à une centaine de francs environ, et ce, malgré qu'elle lui avait trouvé une occupation chez M. Mollet, fabricant de cercueils rue Terme. Peu après la rupture, Marie Portal, elle va rencontrer par plusieurs fois l'accusé, qui est cette fois-ci tombé dans la misère, et va lui offrir à ces occasions de l'argent. Elle va remarquer à ce moment-là qu'il la regarde de travers. Dans l'affaire Gonsolin, Anna Lagros va accuser son souteneur de lui prendre tout l'argent qu'elle gagne, de la battre si elle ne gagne pas assez. Cette dernière tente même d'expliquer à sa logeuse les raisons pour lesquelles elle ne gagne pas assez d'argent. Donc elle lui dit « Voyez Madame Gage comme il me traite, c'est parce que je n'ai pas assez d'argent, ce n'est pas de ma faute, je suis malade. » Dans l'acte d'accusation, on apprend que si Louis Gonsolin avait tant besoin d'argent, c'est du fait de ses addictions au jeu. Donc là, vous avez la citation de l'enquête. Il était entièrement dominé par la passion du jeu, ne se livrait à aucun travail et vivait du produit de la prostitution de sa maîtresse. Au mois de mars dernier, sa situation était devenue extrêmement critique, ses pertes au jeu avaient tout absorbé et il se retrouvait absolument dénué de ressources. Enfin, dans l'affaire Grosselin, malfaiteur très dangereux qui ne se livre à aucun travail et qui ne vit que du vol, c'est la connaissance de la situation de fortune de la victime qui va sembler motiver le crime. Alors, qu'est-ce que cela montre ? La mise au jour de la place centrale des considérations financières, qui est analysée au prisme du genre, permet de montrer que l'argent est un révélateur des rapports de pouvoir dans les relations sociales. Dans les trois cas en présence, les victimes sont dans une meilleure situation financière que leurs meurtriers, dont la survie dépend du travail de ces femmes, qu'il s'agisse des revenus de la coiffeuse Marie Portal, de ceux de la prostituée Anna Lagros ou de la fortune de Marie Descroix-Veuclet. L'une des victimes a même pu, à un certain moment, faire don de ses propres ressources à son futur meurtrier. La situation de domination des hommes structurant dans les rapports sociaux de sexe se retrouve ainsi conjoncturellement, brièvement amoindrie par la meilleure situation économique des femmes. Bien que les victimes restent dominées au plan social par leurs futurs meurtriers, parce que ceux-ci ont le pouvoir que leur confère leur position d'homme, elles ont d'un point de vue financier un modeste pouvoir qui leur permet une capacité de micro-résistance, pouvant être assimilée finalement à une forme d'émancipation. En somme, si ces hommes ont le pouvoir de faire craindre aux femmes pour leur intégrité physique, ces femmes peuvent un temps, brièvement, momentanément, récupérer un peu de pouvoir puisque leurs meurtriers dépendent financièrement d'elles. L'appréhension de cette asymétrie conjoncturelle, elle est permise par l'analyse de genre des archives de féminicide qui va chercher à déceler
des logiques à l'œuvre, mais cette dimension, elle n'est pas saisie par la logique de l'enquête judiciaire qui est dirigée vers la recherche du coupable et du motif. Le seul cas où l'institution policière va questionner brièvement cette asymétrie comme participant à motiver le crime, c'est dans le cas de l'affaire Grosselin, puisqu'on va retenir la qualification d'homicide motivé par le vol. Une analyse discursive des propos des hommes meurtriers permet d'ailleurs de saisir les effets que cette brève asymétrie conjoncturelle en faveur des femmes produit chez les meurtriers. Dans l'affaire du Vivier, l'accusé va exprimer avec amertume son sentiment d'humiliation. Il dit « Je croyais toujours qu'elle se rappellerait les services que je lui ai rendus, car si elle était coiffeuse, c'est moi qui ai payé pour lui faire apprendre, et l'argent que j'ai gagné depuis cette époque et celui que j'ai apporté d'autre part, qui m'était dû, celui qu'elle a gagné, devait nous mettre largement dans nos avances. » Si le motif présenté par l'institution policière ou le mobile produit par l'auteur pour expliquer son crime est rarement lié à des considérations financières hors des cas d'homicide avec vol, ces dimensions qui s'insèrent dans les rapports sociaux de sexe apparaissent essentielles pour analyser le féminicide. Elles permettent de mieux saisir la préméditation du crime, caractéristique qui est présente dans les 3 affaires et largement établie par les enquêtes. Elles révèlent que le féminicide, en fait, est un crime rarement accidentel, très souvent motivé. L'amertume ou la volonté de se venger d'une situation d'asymétrie favorable à la victime se nourrit d'ailleurs d'un vif ressentiment qui met en lumière la misogynie des meurtriers. Et cet élément, donc c'est la citation que je vous mets sur le PowerPoint, il est particulièrement saisissable dans le dossier de procédure du cas du Vivier. Se manifester à la fois par la tentative de l'agresseur de tuer par 2 fois sa victime et essayer de lui causer une infirmité, et à la fois sous la forme d'un testament qui est laissé à l'intention de la police, qui est écrit au crayon gris sur une petite note, qui expose donc sa haine contre sa future victime dans ces mots. Depuis ce jour, j'ai comploté mon projet, j'ai pensé qu'il était utile de débarrasser la société de femmes de ce genre-là en rendant la liberté à son homme, et je crois que si l'on opérait plusieurs fois dans ces conditions-là, beaucoup de ménages seraient plus heureux. Si je dis cela, c'est que je n'ai pas eu besoin de la chercher, et plus d'une fois, elle m'a dit que si ce n'avait pas été moi qui lui tomba sous la main, ce serait été un autre, donc elle avait bien envie de commettre sa faute. Je termine mon récit de l'écriture, mais je crois qu'à la veille de mourir en pleine santé, l'on n'a pas son sang-froid et sa main habituelle. À la lecture de ce document, dont l'authenticité est remarquable, comme l'attestent les nombreuses fautes d'orthographe, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité laisser la faute à débarrasser la société de femmes, là, peu de doutes vont subsister quant au ressentiment qui animait l'accusé. Le sentiment d'humiliation perceptible dans ce texte peut être causé par les dons d'argent que lui faisait la victime, semble amener l'accusé à passer par le menu toutes les fautes qu'elle avait commises. Il expose ainsi, et surtout ce qui l'a amené à agir, la conviction qu'il valait mieux pour tous les hommes, et notamment pour l'ex-mari de la victime, de débarrasser la société de femmes de ce genre-là. La misogynie du propos de l'accusé est patente dans l'amertume du ton et à travers l'expression de ce genre-là, qui, si elle reste imprécise, repose sur des représentations stéréotypées et communément admises. On y décèle même une forme de solidarité masculine, puisque l'accusé semble vouloir faire justice à l'ex-mari de la victime par son geste. Cette lecture, qui peut être renforcée par l'absence de pluriel, même si l'écriture très fautive de Duvivier rend également pourrait être également une simple faute d'orthographe, rend compte que Duvivier n'avait pas accepté la situation de misère dans laquelle il s'était retrouvé par la suite du départ de Marie Portal. Et plus que la conduite de cette dernière, finalement, il apparaît que c'est ce sentiment d'humiliation, voire de tromperie ou de moquerie, déclenché par un moment d'asymétrie conjoncturelle, qui a motivé le passage à l'acte. Enfin, cet écrit forme un témoignage de premier ordre sur la perception consciente des tensions entre la classe des hommes et celle des femmes. Il y aurait en effet une légitimité des hommes, pour le bien de la société, de tuer des femmes jugées immorales. Alors, en conclusion, rapidement, au contact de ces archives judiciaires, en fait, une perspective qui saisit les logiques de genre permet de rompre avec la lecture conjugaliste des féminicides tout en reconnaissant, leur importance dans la lutte pour la reconnaissance des violences faites aux femmes. Cette perspective, elle s'avère utile pour montrer qu'au-delà des catégories hétérogènes du droit, la lecture sociale des données
fait émerger des traits récurrents dans le féminicide. Rôle central de la question financière, sentiment d'humiliation des hommes lié à un amoindrissement conjoncturel de leur domination sur les femmes, tentative d'émancipation des victimes. Des meurtres de femmes a priori hétérogènes trouvent alors leur unité sous la catégorie féministe de féminicide, laquelle participe à mieux saisir les logiques pour lesquelles les hommes tuent des femmes. Je vous remercie. Merci beaucoup Margot pour cette communication passionnante. C'est très très riche et en fait, moi je pense que ça a le double mérite d'être très étayé empiriquement et puis de proposer une refonte théorique de la notion de féminicide en la désencastrant de la sphère conjugale et en mettant au jour des traits communs au meurtre des femmes en raison de leur genre, quel que soit en fait le degré d'interconnaissance entre l'auteur et la victime. Alors, on a pas mal de questions. Je vais commencer par une question qui permet, je pense, de faire le lien avec la communication de Karine Lambert. Margot, est-ce que tu trouves dans les trois cas que tu décris des entreprises de moralisation des victimes et de l'attitude des victimes dans les témoignages, dans les récits de témoins qui sont présents dans les archives judiciaires? Est-ce qu'il y a une présence de normes virilistes, de normes conjugales qui viennent évaluer l'attitude de la victime? Merci pour cette question. Alors, effectivement, il y a vraiment cette dimension de une bonne femme, en fait, une femme qui va peut-être avoir la considération pleine et entière de l'institution judiciaire. C'est une femme déjà qui est mariée, donc il faut vraiment qu'il y ait ce mariage, hein, si elle est concubine. Donc des fois, il y a cette expression, hein, elle vivait maritalement avec. Et vivre maritalement, c'est pas être mariée pour l'institution. Ça ne suffit pas. Donc, il y a cependant, en fait, même des victimes qui sont mariées, qui sont reconnues dans l'ensemble du village, ou même des fois, on va avoir l'enquête policière va envoyer un message dans le lieu de naissance de la victime pour demander comment elle a été tout au long de sa vie. Donc, c'est vraiment, hein, sur la question de la réputation tout au long de sa vie. Et on se retrouve à avoir des victimes qui concrètement rentrent dans les codes. Hein. Elle est mariée, elle a eu des enfants, c'est une bonne épouse, mais par exemple, elle va essayer de faire arrêter son mari de boire. Et ça, en fait, ça l'a fait passer. Elle a trop essayé, en fait. Elle a trop essayé de le faire arrêter. Et finalement, même si c'est quand même une bonne victime, en fait, elle n'aurait pas dû tant essayer de changer son époux. Voilà. Donc, effectivement, ça joue, en fait, la question de la moralité peut jouer aussi contre des femmes qui rentrent, en fait, dans le script qu'on attend d'elles. J'ai une question pour vous deux, en fait. Alors, les dossiers judiciaires aujourd'hui, ils sont composés à la fois de témoins qui vont déposer sur les faits et puis de témoignages de moralité où on leur demande simplement de parler de l'accusé ou de la victime. Est-ce que c'est le cas dans les dossiers que vous avez étudiés? Est-ce que vous pouvez donner un peu une proportion de ces témoignages, selon qu'ils sont sur les faits ou sur la moralité? Alors, de mon côté, j'ai pas non plus. Alors, comment dire, vu qu'il y a plusieurs étapes, en fait, dans l'enquête policière, et qu'elle se met vraiment, en tout cas moi dans mes archives, c'est ce que je constate, j'ai l'impression que cette enquête policière, elle se met vraiment en place de manière, alors au début, les premières archives que j'ai, on peut se retrouver dans l'acte d'accusation qui est quand même l'acte officiel, on peut se retrouver avec des témoignages au milieu de témoins. Et en fait, au fur et à mesure, tout ça s'institutionnalise, on va vraiment avoir différentes enquêtes et le procès verbal de transport où les policiers viennent constater, effectivement, là, on peut avoir des petits témoignages en fait, qui vont être seulement sur la question de la moralité. Mais dès qu'on passe vraiment dans la sélection en fait, des témoins qui vont être amenés à parler en cour d'assises, là, on se retrouve avec des témoignages en général beaucoup plus longs. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire venir des témoins qui vraiment ont juste des choses à dire sur la moralité. On va avoir la logeuse, on va avoir ce genre de personnes qui en fait connaissent suffisamment bien la victime et l'accusé. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai l'impression, j'aurais tendance à dire que ça peut être le cas au début de l'enquête, d'avoir des témoins qui viennent simplement pour parler de la moralité, mais c'est vraiment pas... au contraire, on va apprendre beaucoup plus de choses. La moralité est un élément essentiel, mais c'est au travers de plein d'autres sujets, hein, la question du travail, la question des habitudes, etc.
En revanche, si je puis me permettre, parfois, il y a des témoins volontaires. C'est-à-dire qu'on peut parfois retrouver des courriers, notamment des autorités administratives, je pense au maire par exemple, qui vont parfois de leur propre chef écrire pour raconter telle ou telle partie de la vie ou donner des éléments qui sont souvent d'ailleurs plutôt à décharge, sauf que parfois on trouve des éléments à charge. J'ai souvenir notamment d'une procédure où il y avait un jeune homme qui avait tendance à courir après beaucoup de jeunes femmes. Et donc, on sent qu'il y a une mobilisation des pairs pour essayer de se débarrasser de ce jeune homme assez définitivement. Et donc là, il y a plutôt un témoignage à charge. Et donc, on peut trouver aussi des témoins volontaires, mais en tout cas qui ne sont pas sollicités par la justice en tant que telle. Alors, j'ai une question pour Margot de la part de Florette Petit, qui est en M1 à Lyon 3. Alors, ayant essayé d'aborder les fonds de la Cour d'assises du Rhône pour la période, je me suis heurté à peu de cas de féminicide au sens restreint, meurtre conjugal dans le cadre du mariage. Avez-vous pu identifier des cas de violence conjugale ayant abouti à un féminicide ou au meurtre du mari avec des violences physiques ou symboliques déjà présentes et ritualisées? N'y a-t-il pas une condamnation, symbolique ou effective, des hommes ayant des comportements immoraux dans ces cas-là? Ivrognerie, dilapidation des biens du couple, etc. Bon, j'ai une analyse comparative, moi, donc j'étudie les féminicides, mais j'étudie aussi les épouses ou les femmes qui vont tuer des hommes. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, il y a une certaine proportion. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement la proportion, mais c'est vrai qu'il y a une certaine proportion des femmes qui ont vécu des violences conjugales qui, parfois, en fait, en essayant de se défendre, vont effectivement blesser en tentant de survivre, en fait, et blessent. Et en fait, parfois blessent et en fait, en blessant, tuent donc leur époux. Donc c'est vrai qu'il y en a. Sur la question, alors moi j'en ai pas mal, hein, dans la cour d'assises du Rhône, il y en a pas mal. Le problème, alors sur la première partie, bon, la cour d'assises du Rhône, c'est un peu particulier parce qu'il y a toute une destruction de dossier qui fait que sur la première partie, il y en a assez peu en fait, dont on a vraiment, voilà, il y a vraiment toute la pièce. Des fois, on va juste avoir par exemple un petit papier en disant, bah voilà, on a remis les biens à l'accusé à sa sortie de prison, quoi. Donc ça dit pas grand-chose sur le crime en soi. Et sur la question de la moralité des hommes, en fait, il y a de toute manière, les hommes et les femmes, il y a la question de la moralité qui joue, notamment parce que, alors je ne sais pas du tout, par exemple, si Karine Lambert, vous avez des dossiers avec des personnes qui sont issues de classes supérieures, mais moi, l'essentiel en fait de mes cas, c'est vraiment des personnes qui sont issues de la classe populaire, et du coup, j'ai beaucoup d'ouvriers, j'ai beaucoup d'ouvriers en soi, etc. Et en fait, il y a une condamnation, on a l'impression quand même qu'il y a une condamnation sociale, hein, un peu, voilà, classe laborieuse, classe dangereuse, donc vraiment de la moralité. Donc l'ivrognerie, effectivement, ça arrive de manière systématique. S'il découchait ou s'il fréquentait les maisons de tolérance, là aussi, il va y avoir des jugements. Par contre, on se rend compte que c'est beaucoup moins grave. Bon, ça, c'est pas du tout, bon, c'est pas étonnant, mais c'est beaucoup moins grave pour un homme, en tout cas, de ne pas être marié que pour une femme. Et on voit bien que la moralité ne se situe pas au même plan, quoi. On ne va pas juger un homme, ça ne va pas être la même question d'immoralité, quoi. Ça va pas être on ne va pas le juger de la même manière. Donc ça, on le retrouve très fortement. Par contre, la question de la dilapidation, c'est un peu plus compliqué parce que, en fait, des fois, on va estimer que c'est normal, hein, quand même que l'épouse travaille et contribue au bien du foyer. Donc ça, c'est un peu, voilà, j'aurais tendance à mettre une nuance sur ça. C'est assez peu présent, en fait. S'il ne travaille pas du tout, ça va être le cas, il va y avoir une critique, mais s'il travaille, bon, il n'y a pas trop de problème. Alors, je passe à une question pour Margot. En quoi le meurtrier de Marie Descroix dépend-il d'elle financièrement? En quoi peut-on dire que c'est une asymétrie conjoncturelle qui motive son passage à l'acte? Peut-on dire qu'il s'agit d'un féminicide alors que sa motivation, c'est de la voler? Ce cas est fondamental. Il pose exactement la bonne question, celle de la relation entre la motivation et la qualification de féminicide. Fondamental aussi pour votre approche et votre thèse, car c'est le seul cas qui permet de sortir du cadre conjugaliste. Donc, il y a une question et puis ensuite des compliments, si j'ai bien compris. Alors, merci beaucoup pour cette question.
Alors, peut-être pour préciser un peu, je rentre avec la définition donc, de Russell et Radford sur ce terrain d'archives. Donc, ça veut dire que je pars du principe qu'à chaque fois que je trouve des dimensions de genre qui peuvent motiver le crime, je vais considérer que c'est un féminicide, ou en tout cas, je vais essayer de l'analyser comme tel. Dans le cas de Marie Descroix, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait se dire, mais en fait, finalement, il veut simplement la voler, il n'y a pas de genre à l'œuvre là-dedans, sauf que les femmes vieilles, à partir d'un certain moment, sont perçues et ça se voit. Alors là, je n'ai pas de témoignage directement de Grosselin parce qu'il va nier le crime, donc en fait, je n'ai pas ce témoignage-là. Mais pour d'autres cas, on va voir réellement que ce qui pousse à tuer cette personne, ce n'est pas le simple fait qu'elle soit riche, mais bien qu'elle soit âgée, qu'il n'y ait pas de présence masculine dans la maison. Et parfois, des fois, ça va s'accompagner aussi de violences sur le corps de ces femmes-là qui relèvent aussi des logiques de genre. Et quand on constate, en fait, quand on regarde un petit peu la proportion des femmes âgées qui sont tuées et qui sont volées, en fait, l'institution policière, ça va être l'idée on va essayer de rechercher le motif, et le motif qui apparaît visiblement, c'est le vol. Mais en réalité, quand on regarde vraiment précisément toute la dimension du crime, on se rend compte qu'à toutes les étapes, en fait, il y a des logiques de genre à l'œuvre. Que ça soit pour repérer, que ça soit la manière d'agir. Voilà, donc par exemple, dans le cas de Marie Descroix, il attend que le domestique sorte de la maison. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver. Il y a vraiment cette idée on prémédite et on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'homme. Et quand on compare ça notamment avec les crimes dans lesquels des hommes se font voler, en fait, déjà, ils sont moins tués et on ne retrouve pas du tout cette dimension-là. On est beaucoup plus dans du spontané. Cette préméditation est beaucoup moins présente. Donc, c'est ça qui me permet de dire, en fait, alors là, il se trouve que, en 20 minutes, c'est difficile de montrer en fait, il faut envisager le féminicide plus largement et pas seulement dans le cadre conjugal. En fait, dans le cadre conjugal, ça apparaît tout de suite, les dimensions de genre, mais dans plein d'autres cas, on se retrouve avec des dimensions de genre, même si, par exemple, accusé et victime ne se connaissaient pas vraiment. Donc là, j'ai pris le cas d'Anna Lagros qui, en plus d'être fille soumise et son souteneur, c'est aussi son compagnon, mais bon, ils n'ont plus de relation depuis un certain temps quand même, donc ils sont très éloignés. Il y a des situations où je vais avoir des filles soumises qui se font tuer par leurs clients et on n'est pas vraiment dans une dynamique conjugaliste là. On est dans un cadre intime, mais ce n'est pas une dimension conjugaliste. C'est ça qui me permet vraiment d'arriver à l'idée que simplement rester dans ce cadre conjugal ne permet pas de saisir l'amplitude du féminicide. Merci beaucoup, Margot. J'aurais une question pour Margot, pardon, après. Oui, allez-y. Margot, est-ce que vous avez travaillé ou est-ce que vous travaillez dans le cadre de votre thèse sur, j'allais dire, l'inscription mémorielle familiale des féminicides? Je m'explique, c'est-à-dire quand il y a des féminicides conjugaux, est-ce que vous vous intéressez au devenir des enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Est-ce que vous avez un peu regardé de ce côté-là? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Ce qui est compliqué, moi, alors avec mes sources, parce que je me limite vraiment à la question de l'archive judiciaire, ce qui fait que ça aussi, ça produit une certaine type de lecture, mais je vais m'intéresser. Alors, j'ai pas mal de féminicides dans lesquels, en fait, des tentatives de féminicide dans lesquelles des enfants vont être présents. Donc, je vais m'intéresser aux témoignages des enfants dans le cadre de cette procédure-là, qui disent aussi des choses sur la question de la violence masculine. Mais c'est vrai que ça serait un travail intéressant de suivre un petit peu cette question des enfants. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que moi, je fais assez peu. Et à vrai dire, les femmes qui ont des enfants dans mon corpus ne sont pas, comment dire, l'écrasante majorité de mes femmes. J'ai pas mal de femmes en fait qui n'ont pas d'enfants. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai quand même un petit peu moins parce que aussi je pense que le fait de m'intéresser à un phénomène large fait que je suis moins peut-être dans cette dynamique où j'ai des enfants dans le couple. Voilà. Alors que moi j'ai beaucoup d'enfants, c'est vraiment dans des cadres. D'accord, merci. Alors, il y a une question sur les sources que tu utilises, Margot. Est-ce que tu as consulté des fonds de justice de paix? Et si c'était le cas, est-ce que tu as pu en tirer quelque chose d'utile pour tes recherches? Alors non, c'est pas un corpus que je regarde.
parce qu'il y a comment dire, il y a une difficulté en fait dans qu'est-ce qu'on considère comme rentrant dans la sphère du féminicide et qu'est-ce qui ne rentre pas dedans. Et ça, c'est vraiment une question qui est très difficile parce que est-ce que toute femme qui a subi des violences conjugales est une potentielle victime de féminicide ou pas? C'est une question qui est vraiment compliquée à délimiter, ce qui fait que y a sûrement des cas que j'ai laissés passer parce que, par exemple, ils ont peut-être été requalifiés en violence et coups par la cour d'assises. Et en fait, il ne va pas y avoir la mention de la mort ou même d'une menace sur la mort. Et donc, en fait, voilà. Donc, je me retrouve vraiment dans un problème de délimitation de mes cas. Donc, ce que je fais en général, c'est que j'ai quand même je vais chercher soit des cas où c'est un homicide, donc meurtre ou assassinat, empoisonnement. Alors, j'utilise pas les infanticides pour des raisons épistémologiques et de sources, mais il y a aussi donc les coups et blessures ayant provoqué la mort sans l'intention de la donner, qui rentrent aussi dans le cadre. Voilà, en tout cas des qualifications institutionnelles. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, merci à vous deux pour nous avoir éclairé sur la trame des féminicides à cette époque-là. On voit bien que ce sont des faits sociaux, hein, puisqu'il y a une grande régularité dans les différentes étapes qui jalonnent ces meurtres spécifiques.